Bonjour, ici Danny Racine, bienvenue à Pas sorti du bois. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien courir un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, j'ai une grosse annonce pour toi. Depuis 2021, NAC vous offre un rabais de 15% avec le code promo Pas sorti du bois. Mais l'une des conditions, c'est que vous avez seulement une utilisation par personne. Donc si au cours des 5 dernières années, vous l'avez utilisé pour votre commande, vous ne pouviez plus l'utiliser. Mais là, l'équipe de NAC est tombée sur la tête. On remet les compteurs à zéro puis on fait un grand reset. Ça veut dire que dès maintenant, le rabais de 15% chez NAC est accessible à nouveau pour tout le monde. C'est ton cue pour aller sur le nac.com, choisir tes produits préférés, mais aussi essayer les nouveautés, genre le gel Boost Énergie au thé à la pêche ou le Drink Mix Boost Énergie concombre salé. C'est mes nouveaux préférés, c'est les nouvelles affaires, allez essayer ça. Bref, remplis ton panier, utilise le code promo Pas sorti du bois et obtiens ton rabais pour les meilleurs produits de nutrition pour sport d'endurance au monde. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. On n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Pas sorti du bois et j'ai le plaisir d'accueillir un gars que vous avez entendu son nom dans les dernières années dans le trail au Québec, mais j'ose dire, Danny, que t'es un gars discret, mais chaque fois que je t'ai entendu, que je t'ai côtoyé, qu'on s'est croisé, c'est toujours des discussions intéressantes, fait que je me suis dit, c'est le temps qu'on l'accueille au podcast puis qu'on jase dans un format long. Bienvenue à Pas sorti du bois. Merci de l'invitation. C'est un plaisir d'être là avec toi. Là. Quand on s'est parlé au trail de la clinique du coureur sur les petites entrevues de 3 minutes, on s'était dit après, je t'avais écrit, hey, ça serait cool de faire un format plus long. Puis ça a fait pareil avec Roxane Vermette qui est venue au podcast il y a quelques semaines. Fait que ces petits 3 minutes-là, on fait des petits puis ça fait des épisodes en plus long format. Il n'y a pas de timer ce coup-là, je te rassure. T'as pas de pression. Essayer de rentrer tes réponses rapidement. Good, pas trop, mais on va faire du mieux qu'on peut pour répondre avec transparence à ce que tu aimerais savoir. Ouais. Écoute, on n'est pas dans les grandes questions trop personnelles ou philosophiques, je te rassure. On est là pour jaser de quelque chose que je pense qu'on a en commun, la passion de la course. Yes, définitivement. Ça me rejoint. Là, puis je trouve ça cool parce que t'es coureur, bien sûr, mais t'es entraîneur, puis t'as un gros background aussi multisport. Tu sais, t'as fait du cross-country, de l'athlétisme, t'entraînes beaucoup de monde, fait que au-delà de jaser de tes dernières courses de performance, je pense qu'il va y avoir tout ça qui va être intéressant aussi à discuter. Mais avant toute chose, la première question que je pose toujours en commençant les épisodes, c'est qu'est-ce que tu bois, Danny? Une eau pétillante de Montelier aux pêches cette fois-ci, une nouveauté, ça fait pas longtemps que c'est sorti ça sur les tablettes. C'est bon, hein? J'aime bien, on fait une rotation de saveurs là, de chez vous, fait que j'aime bien ça. Ouais. C'est drôle, à chaque fois, je suis un grand consommateur d'eau pétillante aussi, j'aime bien ça. Puis à chaque fois, je pense à Rémi Leroux qui était venu sur le podcast, qui avait présenté ça, puis il avait dit c'est quand même fou, ça goûte aussi bon, puis ça soit gratuit de même. Tu sais que c'est 0 calories, il y a rien de mauvais là-dedans, c'est juste pétillant. Puis à chaque fois, je me dis, il a tellement raison, tu sais, autant des fois, t'as juste le goût de pas boire de l'eau, mais cette option-là est le fun. Définitivement. Puis là, ça vient de haute source de Sainte-Brigitte de Laval. Là. Fait que pour les fiers Québécois là, qui nous écoutent, j'encourage à essayer ça. C'est cool. Ben ouais, exact. C'est québécois, c'est bon. Ouais, c'est vrai que on est pareil d'autres, c'est à la maison, c'est Montelier. J'ai pas un Montelier, moi de mon côté, j'ai un café, mais c'est un café pas sorti du bois de Café Charlevoix. Fait que cheers, Danny, merci d'être là. Cheers. Donc, j'ai goût quand même qu'on commence par le commencement avant de parler de tes courses récentes, ce que tu as pu faire, ton rôle d'entraîneur à l'Université de Sherbrooke. Après parler de la course ou même de tes débuts sportifs. Je pense que tu viens d'une famille de sportifs. Ça a fait partie de ta vie depuis longtemps, mais c'est quoi les débuts, la première piqûre que tu as eue, c'était quel sport? Je pense hockey, soccer, ça a été mes deux sports classiques là, de jeune enfant. Puis
honnêtement, ça fait partie de mon identité, là. Je me suis toujours senti sportif, là, comme jeune enfant. C'était vraiment le truc. Puis, par la bande, ouais, c'est ça, j'ai vécu plein de petites expériences qui ont fait en sorte que j'ai migré plus dans une démarche individuelle pour, un peu la quête de la confiance en soi. Je pense de réussir de quoi d'individuel, là. Fait que, quand j'ai découvert le cross-country, j'ai complètement accroché, là, le fait que, il y a toutes sortes d'éléments sur ces épreuves-là, puis la combativité est beaucoup récompensée, les efforts, évidemment, tu peux avoir une récompense assez proportionnelle à l'effort que tu y mets, fait que ouais, j'ai trippé là-dessus, puis parti avec des débuts, résultats modestes, là, en finissant comme 60 qui au championnat provincial, mais là, c'est devenu full concret pour moi, là. À chaque année, je voulais essayer d'améliorer mon rang d'une couple de positions, puis fait que ça m'a permis pendant, honnêtement, 15 ans de vraiment tripper à viser le prochaine étape, puis j'ai réussi à comme cheminer tranquillement pas vite, puis ça l'a meublé beaucoup d'années, puis ouais. Ouais, voilà. Tu parlais des sports d'équipe puis de se tourner vers le sport individuel, mais j'ai l'impression, puis j'ai pas fait de sport universitaire ou de cross-country, mais j'ai l'impression que c'est des sports où il y a quand même ce sentiment-là d'équipe, ce qu'on peut retrouver, je suppose, dans une chambre de hockey, dans une équipe de soccer. Tu le retrouves à un autre niveau dans un sport individuel, mais qui a des résultats par équipe, comme on peut voir tranquillement arriver dans le trail au championnat du monde. C'est comme la seule place où il y a des scores individuels, mais tu sais, les Québécoises sur le vertical, les Canadiennes, pardon, sur le vertical, ont remporté une médaille d'équipe, ce qui était une première pour le Canada. Fait que il y a comme un rôle double à la compétition. Ça doit être trippant aussi dans le cross-country, là. Moi, je pense que c'est les meilleurs sports d'équipe sont ceux-là, tu sais, le sport individuel que tu peux faire en équipe, puis au Québec, en Amérique du Nord en général, mais au Québec là, en particulier, tu sais, le cégep université est vraiment bien construit, tu sais, pour faire vivre des expériences d'équipe dans le cross-country. Moi, c'était les plus belles expériences de ma vie, là, tu sais, que de faire ça en équipe, là. Ça n'a pas été mon cheminement individuel qui est si intéressant, si riche pour moi, là. C'est vraiment la démarche puis le projet collectif que j'ai pu avoir à différentes étapes. Puis là, heureusement, effectivement, moi, j'étais un gars qui aime ça avoir un sentiment d'appartenance pour une couple de trucs. Tu sais, je m'attache, je pense, facilement, tu sais, au projet qui concerne plus que moi, tu sais. Puis dans le trail, je trouve qu'on est capable d'aller chercher beaucoup de petits sentiments d'appartenance ici et là, tu sais, ne serait-ce que oui, dans les compétitions, là, au championnat du monde, tu l'as bien dit, tu sais, tu rejoins une équipe, tu portes tout le monde la même affaire, tu crées une certaine solidarité avec les autres athlètes qui sont dans ton épreuve à toi, tu sais, mais aussi ceux qui sont dans les autres épreuves, une grande délégation. On a beaucoup de Québécois, on a quasiment la moitié de l'équipe qui est québécois. C'est pour ça que j'ai fait le lapsus de dire Québécois plutôt que Canadien, mais dans ce cas-ci, c'était quand même beaucoup des Canadiennes aussi, des Canadiennes hors du Québec, mais ça a l'air d'être trippant ce que vous avez vécu comme équipe. Moi, tous ceux et celles à qui j'ai parlé post-Worlds, que ce soit cette fois-ci dans les Pyrénées ou ceux qui sont allés en Thaïlande, puis en Autriche, je pense récemment, il semble, au-delà même de l'expérience dans les courses, cette espèce de porter les couleurs de son pays, on n'a pas ça en course ou en trail ou d'une autre façon, hein. Exact. Tu vois juste parce que moi, ma course en soi a vraiment mal été, tu sais, en Espagne, puis pour autant, tu sais, mes souvenirs sont vraiment phénoménales, là, tu sais, sur cette expérience-là. C'était vraiment trippant. On est arrivé 10-12 jours à l'avance avant la course avec une couple d'amis, avec JP Thibodeau, Anne-Marie Como, Alex Ricard, en tout cas plusieurs autres, puis on s'était loué un petit Airbnb là, local sur le bord de la ligne d'arrivée-départ, puis on a passé une dizaine de jours à vivre l'excitation. Tu sais, la course en soi, c'est le fun comme moment, mais tout l'avant, même on pourrait reculer, là, on recule d'une semaine et demie, 2 semaines, mais plusieurs mois aussi, ça s'applique, mais tu sais, tout de vivre ça ensemble, la frénésie, l'anticipation positive là, vis-à-vis de l'épreuve, c'était vraiment une belle expérience à aller voir le parcours ensemble, faire des reconnaissances, vivre le même trip, vivre les mêmes émotions un peu. Puis quand on a pu se joindre aussi au reste de la grande délégation, ben c'était le même genre d'énergie. Tu rentres à l'hôtel officiel, puis les repas, c'est un peu sous forme de buffet, puis là tu te rends, tous les pays sont là, tu sais, puis fait que tu côtoies un peu tout le monde, puis tu sens qu'il y a beaucoup d'excitation, fait que c'est effectivement des belles expériences grâce au fait que c'est en équipe, tu sais, versus aller
voyager à travers le monde pour aller faire une course, un projet individuel, une course quand ben beau être mythique, mais tu te pointes là tout seul, tu loues tes propres affaires, ça serait pas la même chose. C'est pas tout à fait, je pense que ce que je cherche là, comme expérience. Moi, c'est vraiment, je pense, ces projets-là en équipe, puis ouais, c'est ça. Ça met un enjeu, le fun là, sur une démarche qui est intense, là, qui est passionnément intense, mais qui est ça rajoute quelque chose de spécial, là, qui est plus grand que soi. Là, c'est ça. Je pense que l'être humain en général, sauf exception, cherche ça. Puis je pense que c'est ce qui nous amène dans le trail au-delà des championnats du monde. Juste dans cette communauté-là, tu l'as dit, on le vit à plein d'égards. Puis je pense qu'on le vit même, cette bienveillance-là entre les athlètes. Quand je parle à des gens qui sont en avant puis qui fightent pour des positions, il y a quand même ce support-là. Puis ta meilleure performance, elle va toujours arriver quand t'as Alex Ricard qui te pousse en arrière, tu sais, je donne un exemple, mais dans le sens où tu vas monter le Mont-Saint-Anne pas mal plus vite s'il y a quelqu'un en arrière, fait que nécessairement cette personne-là contribue à ta performance, puis on le vit dans le mid-pack aussi, l'entraide, puis de se dire, tu sais, dans le creux, accroche-toi à moi, là, puis fais une couple de kilomètres, puis ça va revenir, puis on va jaser, puis on va oublier qu'on a mal ensemble, puis ce besoin-là fait que le trail, il y a beaucoup de monde qui arrive dans le sport, puis qui reste accroché à ça longtemps. Exact. C'est 100% tout le monde qui joue le jeu en même temps que toi, qui fait en sorte que le jeu il est le fun à jouer. Là. L'événement, tu t'inscrirais pas, tu paierais pas bien cher pour aller faire un événement, puis finalement te retrouver à être 12 personnes. Mais versus si tu te pointes là, puis les autobus sont pleins, la ligne de départ est pleine, puis il y a un village qui est monté, tout ça, je pense qu'il faut célébrer les autres personnes qui jouent le jeu en même temps que nous, puis compétition très amicale, ou à la limite pas de compétition très très personnelle, mais c'est le fait que tout le monde le fait en même temps, là, je pense qu'il rend ça spécial. Fait que c'est ça, quand le parallèle que je ferais, avec, tantôt je disais, l'expérience d'équipe, le sentiment d'appartenance qu'on peut avoir, oui, quand on est quand moi j'ai été exceptionnellement au championnat du monde, mais sinon, ça se retrouve aussi avec nos beaux événements qu'on a, la communauté, mais les comités organisateurs qui sont excellents, qui se sont développés, qui se perfectionnent, les beaux sentiers qu'on a tout simplement, puis il y a plein d'adeptes qui en profitent puis qui ont le goût d'en faire la promotion, mais ça aussi, je trouve que y a beaucoup de fierté ou de trucs à célébrer, à promouvoir dans c'est ça, dans le trail, puis c'est notre territoire à nous aussi, là, ça, il y a de quoi à célébrer, là, on peut apprécier les hautes montagnes qui sont ailleurs, mais il y a des particularités que les gens qui vivent ailleurs, ben ils trouvent phénoménal aussi chez nous, fait que faut je pense en prendre conscience, puis célébrer, puis c'est un sentiment d'appartenance qu'on peut avoir. Ouais, ben tu sais, on est dans une communauté de convaincus à l'activité physique puis à l'accès au plein air et tout, mais quand tu sors un peu de nos chambres d'écho, de notre petit cercle, combien puis je dis Québécois, mais c'est le même pour chaque pays, mais combien de Québécois vont passer leur vie ici puis découvriront jamais ces endroits-là, puis pas besoin de courir 160 km dans le fin fond des chic-chocs pour avoir l'impression de voir notre territoire, mais on a un territoire d'une richesse exceptionnelle. Puis la majorité des Québécois verront pas plus loin que leur ville et quelques sorties dans d'autres villes, mais on a un territoire exceptionnel. Puis chaque région est un peu chauvin de, tu sais, les coureurs locaux ou les gens de plein air sont tous un peu chauvins de, mais c'est beau les chic-chocs, mais par chez nous, il y a ça. Puis nos courses nous font voyager aussi, tu sais. Il y a bien des endroits que j'ai couru dans ma vie que ça serait pas arrivé si c'était pas d'un ami qui me dit on va-tu faire tel sentier qu'on connaît pas, ou on s'inscrit-tu à telle course puis on se ramasse à 100 km au nord de Port-Neuf, puis tu te rends compte, fuck, il y a ça ici à côté, puis c'est exceptionnel, puis j'aurais jamais su que ça existait si c'était pas de ce sport-là qui m'amène à pouvoir me déplacer entre guillemets rapidement sur un territoire, là. Exact, 100% d'accord, vraiment. Puis autant sur le territoire, la promotion du territoire, que même la promotion de notre sport, tu sais, on est tous les convaincus, tu sais, des sports de mobilité, des sports d'endurance. On devrait être des ambassadeurs porte-parole très, très proactifs à essayer de convaincre 8-9 millions de Québécois à faire ça. Tu sais. Ouais. Moi, à Victo, j'aime dire que on a 50 000 habitants, mais j'aime dire qu'il y a 50 000 personnes qui devraient courir. Ouais. Puis là je le dis avec un peu caricaturé, mais tu sais, honnêtement, dans ma tête, je pense sincèrement qu'il y a 30 000 personnes qui devraient courir. C'est pas le cas encore, mais on essaie d'être... j'essaie d'être une voix pour qu'on chemine un peu, là, qu'on s'approche de ça tranquillement pas vite. Fait que
Ouais, puis je pense que c'est à la portée d'à peu près tout le monde, sauf exception, de bouger ou d'activer son cœur, que le faire aller un peu plus vite que quand il écoute Netflix, mais tu sais, juste de bouger dans son territoire puis de découvrir, tu sais, je trouve qu'au Québec, on est vraiment bon, les municipalités, puis même peut-être c'est des lois provinciales qui permettent ça, mais de développer des secteurs, tu sais, moi quand j'ai déménagé dans le Haut-de-Québec, là, tu sais, Charlebourg, limite Lac-Beauport, tu te rends compte que oui, il y a tous nos sentiers de trail de la clinique et tout qui c'est super technique, c'est un peu plus reculé, mais ils ont aménagé le long d'une rivière, la rivière des Roches, un sentier linéaire où tu as 4-5 km en poussière de pierre qui est accessible pour des gens qui ont une mobilité beaucoup plus précaire que la nôtre, mais qui sont capables de sortir, bouger, puis toi puis moi, on peut convaincre les gens, mais on a toutes nos capacités physiques. Mais moi, quand je vois un Guillaume qui est venu au podcast, Guillaume Tousignan, qui fait des courses puis qui fait des 160 km dans son fauteuil roulant, puis il y en a plein des gens qui... la vie pourrait leur dire non mais regarde, toi t'as une condition qui fait que tu peux pas, c'est pas à ta portée de bouger, puis mais au contraire, je trouve que c'est ces gens-là qui, je veux dire, quand je me rappelle les commentaires que je recevais quand j'avais sorti l'épisode avec Guillaume Tousignan, où les gens me disaient hey, si ce gars-là sort bouger puis il est motivé puis il raconte son histoire puis tu sais c'est triste le point de départ de sa condition puis ce qu'il en a fait après puis aujourd'hui il est rendu qu'il parcourt certains sentiers sans son fauteuil parce qu'il a réussi à se réactiver. Tu sais, cette histoire-là devrait être entendue et vue de tous. Fait que ton petit bobo qui te convainc de pas bouger, tu sais, sans mettre de pression, ça peut être juste un exemple de si lui l'a fait, c'est à ta portée aussi de sortir faire 1 kilomètre en 28 minutes. Là. Oh ouais, exact. Ça a été vraiment... C'est vraiment quelque chose... c'est ça auquel je suis sensible. Tout à fait. Puis là, tu me racontes un peu cette histoire-là. Puis là, clairement, je vais aller googler. Puis je vais aller chercher cet épisode-là. Fait que merci de me partager ça. Mais je te suis là-dessus. Ouais. Puis Guillaume, en plus, il torche tout le monde quand il fait des courses parce qu'il s'inscrit à des courses organisées. Puis, tu sais, on a fait le tour de l'Eloca, de l'échappée, le 23. Moi, j'avais la poussette avec mon gars. Puis lui, il était dans son fauteuil. Puis, tu sais, il y a des bonnes montées à l'Eloca. Fait que, tu sais, à un moment donné, il part vite. Puis il va vite avec son fauteuil. Tu sais, il roule du 4,30. Puis moi, sur un 23 kg avec une poussette, je le suis pas. Puis là, dans une montée, à un moment donné, je le rattrape parce que c'est bien plus facile pour moi que lui. Mais dans la descente, il est à 2,50 kg, il passe tout le monde. Je me dis, c'est la meilleure affaire, là, ce gars-là. Il torche les très, très bons coureurs en avant de nous parce que, justement, en fin de course, lui, il a la récompense de son effort de la côte qui montait de peine et de misère. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire un gars à découvrir, mais on n'est pas là pour parler que de Guillaume, on est là pour revenir à toi. Mais t'as dit de quoi dans ta première réponse, super rapidement? Je me rappelle pas comment, je veux pas te paraphraser puis mal te citer, mais t'as dit, c'est un sport, la course, où 100% de nos efforts sont... On dirait que 100% des résultats dépendent de 100% de nos efforts, quelque chose comme ça. Puis ça m'a juste fait flasher. Tu parlais de sport d'équipe. Puis je me rappelle quand j'étais jeune, puis à un niveau récréatif, des athlètes naturels, on appelait ça, tu sais, quelqu'un qui, la première fois qu'il prend un bâton de golf dans ses mains, il torche tout le monde. Puis la première fois qu'il prend une raquette de tennis, il l'a naturel. Puis je pense que quand on est plus jeune, tu sais, âge primaire, ces athlètes naturels-là performent. Puis moi, je me rappelle trimer dur, puis m'entraîner, jouer au football au secondaire, puis tu mets beaucoup d'efforts puis tu n'y arrives jamais puis t'en as qui est un peu plus facile puis je pense que plus tu avances dans le sport de haut niveau, plus le travail est récompensé, mais à nos niveaux récréatifs que la plupart des jeunes Québécois et Québécoises vont jouer, soccer, hockey, ces athlètes naturels-là vont l'avoir plus facile. J'ai l'impression que la course, c'est un sport où c'est à peu près pas possible. Dans le sens où tu as des gens qui ont une prédisposition, peut-être à partir de 0 à 5 km, ça va prendre moins de temps que d'autres, mais rendu à un niveau de faire de l'endurance, que ce soit du 10 km, du demi-marathon, du marathon, du trail, faut mettre l'effort, puis l'athlète naturel a pas plus d'avantages qu'un autre parce que tu peux pas avoir ça facile. Faut que tu mettes combien de centaines, voire milliers d'heures avant de pouvoir faire un premier quelque chose. Je trouve ça super intéressant que tu lâches en début d'épisode, mais parlons-en plus en détail. Toi, tu le vois comme entraîneur, tu le vois comme athlète, ce ratio-là entre l'entraînement puis les résultats. Ouais, c'est ça. Effectivement, il y a des écarts, des nuances, ou il va y avoir des différences de talent, d'aptitude innées, mais la plus grande composante, oui, le travail, mais moi, je trouve le moteur pour le travail, c'est la passion. L'intérêt, l'intensité de ta passion va faire en sorte que tu vas t'améliorer, puis ce qui importe, c'est pas tant que ça, le résultat,
le plus haut niveau auquel tu atteins, mais c'est plus la démarche individuelle. Tu peux croire au moins que pendant un sacré bout de temps, tu sais, à faire quelque chose de passionné, tu vas t'améliorer, tu sais, puis tu as accès, il n'y a pas beaucoup de secrets en course à pied, entre autres, là, tu sais, plus tu cours au cours d'une vie, tu sais, ben plus tu vas nécessairement aboutir à une efficacité gestuelle assez élevée, tu sais, puis tu vas t'améliorer, puis pendant longtemps, puis ça va être le fun comme démarche, ça va être le fun comme truc, fait que ça pour dire que moi, j'adore intervenir. J'ai adoré, moi, être impliqué là-dedans, dans un sport où j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de plafond, pas de limite à ce que je pouvais accomplir. Puis j'adore être impliqué comme entraîneur, où je peux amener des jeunes à croire en eux, à croire à cette réalité-là, qu'il n'y a pas de secret puis qu'il n'y a pas de limite à ce qu'ils peuvent faire. Puis que tout ça, ça peut se faire de façon super harmonieuse, pour la vie entière, non pas juste il y a une démarche compétitive au secondaire, démarche compétitive au cégep, à l'université, à un moment donné, il y a la croisée des chemins, sur l'engagement. Moi, j'y crois pas tant que ça, j'essaie de transmettre plus cet intérêt-là du dépassement de soi, sans limite, sans plafond pour le reste de ta vie, et puis après ça, ben, tu peux changer les modalités dans lesquelles tu pratiques, puis les sports que tu pratiques, puis les trucs, mais il y a quelque chose de super précieux qui peut rester là à jamais. Là. Fait que, ouais, je sais pas si je réponds un peu à ta question, mais c'était une question pas très claire et plutôt ouverte, mais je trouve ça intéressant. J'ai l'impression que, veux pas ce qu'on acquiert comme compétence, comme expérience en simple, je veux pas dire imposer parce que c'est négatif, mais en se lançant sur des défis qui nous obligent à nous entraîner puis à nous préparer convenablement, ce qu'on apprend dans le processus peut être répliqué à la vie en général. Là, on entend souvent l'ultra c'est comme la vie, mais d'une façon moins philosophique et poétique. Ça reste que on se met dans la marde, puis on apprend à s'en sortir. On s'auto-met dans la marde. Fait que le jour où tu as une situation personnelle qui te met vraiment dans la marde, que tu contrôles pas, tu t'es pas inscrit à un dossard, puis là tu souffres dans le sentier, mais un vrai problème. Ben, veux pas, si sur une base régulière, tu sors de ta zone de confort, sur une base régulière, tu te mets en mode résolution de problème, sur une base régulière, tu t'imposes cette discipline-là, ben, je pense que on va être meilleur comme être humain à ressortir de ce côté-là. Puis la discipline que la course demande pour avoir, puis on parle pas de résultats de performance, mais juste se rendre au bout d'un premier demi-marathon, se rendre au bout d'un trail, ben, tu peux après ça l'appliquer à tellement d'autres affaires, tu sais, de dire, ça prend 6, 12, 18 mois, 4 ans de mettre pierre par pierre pour arriver à un résultat, mais c'est de même pour n'importe quoi. Il n'y a rien de gratuit dans la vie, puis il n'y a personne qui se lève et qui peut aller faire un 100 miles de même. T'sais. Si c'est ça ton objectif, ça va prendre des années. C'est un effort qui demande beaucoup de discipline, puis après ça, ben, tu peux répliquer ça à n'importe quoi dans la vie. Là. Exact. Puis tu sais, l'acquisition de ces traits de personnalité-là ou de ces qualités-là, il n'est pas nécessairement direct. Puis on fait pas tout le temps le lien, tu sais, à quel moment j'ai acquis une force de caractère, puis mais ça façonne des personnalités, tu sais, le dépassement de soi, ça façonne ta personne, puis ta résilience, ta persévérance, c'est des mots classiques, là, mais tu sais, ta zone de confort, ben on redéfinit l'inconfort, puis on devient confortable dans beaucoup plus d'inconfort à force d'être à l'extérieur de notre zone initiale. Mais moi, ça c'est un processus en soi qui me passionne. Là. Fait que je pense que c'est ça à la base, là, ce que j'aime là, dans ma pratique sport individuelle. Puis Mais tu le disais tantôt, tu as fait du cross-country au secondaire, après ça, collégial, universitaire. Nécessairement, je suppose, avec de plus en plus de sérieux, en tout cas de plus en plus d'encadrement entre une équipe secondaire de cross-country puis être à un niveau universitaire, t'étais à des très hauts niveaux. Il y a tout cet encadrement-là, ce support, cette discipline-là, mais bien sûr, tu as grandi comme athlète sportivement parlant, mais mentalement, est-ce que tu sens qu'à toutes ces étapes-là aussi, il y a un support, c'est quelque chose qui est entraîné, entre guillemets, le travail mental, parce qu'on sait que plus tard dans la vie ou plus tard dans la longue distance, c'est une game qui est très mentale aussi. Là. Ouais, définitivement. Mais tu sais, je pense que ce développement-là, moi, dans mon cas, n'a pas été si formel. Tu sais, ça a été très informel sur le cours de. Moi, j'ai essayé de trouver les secrets, tu sais, comment mes secrets en gestion de doute, mes secrets en gestion de concentration, de gestion d'anxiété et tout. Tu sais, j'ai essayé de
je fais ce processus-là un peu individuel, informellement. Fait que oui, au fil du temps, tu sais, c'est sûr que on flirte un peu avec la démarche peu harmonieuse à certains moments, surtout quand on veut des résultats à l'âge où ce cégep universitaire. Mais tu sais, ce qui est beau aussi, c'est de après ça comprendre de basculer un peu l'au bord, puis après ça, mieux revenir, puis rester du bon côté de la démarche harmonieuse avec le travail mental, les acquis, plein de belles leçons qui peuvent rester après ça là, pour ouais, c'est ça. J'ai l'impression des fois que le travail mental, c'est plus difficile de dire OK, on va se faire une séance de préparation mentale, puis c'est plus dans la pratique. On va entendre des gens sur des podcasts nous dire comment ils sont préparés pour quelque chose, puis des fois on ne l'appliquera pas parce qu'on a besoin de nous-mêmes de faire l'erreur ou de faire notre propre méthode puis trouver notre propre voie de sortie. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu ça aussi. C'est plus difficile. Une séance d'intervalle, voici le programme, tu le fais du mieux que tu peux. Travailler le mental, ça va plus être dans cette séance d'intervalle-là, peut-être que ça va se travailler. Oui, définitivement. Puis tu sais, il y a des... tu peux nécessairement, en cours de route, recevoir de l'encadrement pour faire ce cheminement-là, le développement personnel. Tout à fait. Puis il y a beaucoup de choses qui sont pas planifiées aussi là, dans le développement je dirais le développement de notre personnalité et notre façon de réagir, relever des défis, tout simplement... veux pas ton rôle d'entraîneur auprès, je pense que tu as entraîné au collégial longtemps avec les Vulcains dont tu portes le t-shirt fièrement en ce moment, mais maintenant tu es au niveau universitaire. Toi, tu as été athlète collégial, tu as été athlète universitaire. On le sait que c'est une période qui est aussi charnière pour... On se bâtit comme être humain. J'ai l'impression que tu rentres au cégep, tu sors du secondaire, tu es encore un jeune adolescent. Tu ressors universitaire, tu es rendu un adulte, puis on vit en quelques années beaucoup de choses, puis beaucoup de changements, puis on se forge. Toi, comme entraîneur, ayant été athlète, ayant été entraîné, comment t'accompagnes ces jeunes-là au-delà de la performance elle-même? Tu sais, en soi, moi, j'arrive dans ces rôles-là avec beaucoup de reconnaissance pour ce que j'ai vécu quand j'étais à cette époque-là. Fait que déjà, j'ai beaucoup d'estime pour le rôle, puis j'ai beaucoup d'attentes par rapport à la magie de leur expérience à eux. Fait que ça, c'est la prémisse de départ. Moi, c'est ça. Là, ça commence à faire des années quand même. Là. Moi, j'étais au cégep 2010-2013, au cégep à Victo. J'étais à l'université après ça, 2013 à 2018. Mais là, les années passent. Ça fait presque une dizaine d'années que j'ai sorti l'université. Fait que là, moi, mon défi du quotidien comme entraîneur, c'est d'essayer de me rappeler, là, puis de rester groundé sur c'est quoi l'expérience 2026 d'un étudiant au cégep, d'un étudiant à l'université, d'une recrue dans ces niveaux-là. Puis, c'est un défi, je sais, qui va juste grandir là, à travers les années qui s'en viennent. Mais fait que je pourrais pas rester d'actualité ancienne athlète entre guillemets, je pourrais pas rester avec cette force-là éternellement. Fait que j'en suis tout à fait conscient. Mais au moins de rester dans le intervenir avec empathie, intervenir avec dans le relationnel humain, dans l'approche pédagogique, plus que dans la science de l'entraînement. Moi, c'est ça ma philosophie, ma couleur, comme entraîneur. J'ai l'impression que c'est ça, ça va être ma façon, de rester connecté avec les jeunes en question, puis à ces niveaux-là pour ce que les étapes respectives ont à leur offrir comme expérience de vie. T'sais. Puis comment le sport a changé? Moi, je suis peu familier avec le cross-country. Je sais ce que c'est, mais j'ai jamais pratiqué. Comment le sport a évolué? Toi, comment tu l'as vécu comme athlète il y a 10, 15 ans? Puis là, maintenant, comme entraîneur? Le sport, c'est vraiment bien popularisé. Notre réseau collégial, ma réponse que j'ai toujours, c'est que notre réseau collégial est vraiment spécial, est vraiment bien construit. On a 2 conférences au Québec, la moitié des cégeps d'un bord, la moitié des cégeps de l'autre bord, puis ils vont être à l'intérieur de la conférence, la moitié de la saison, juste entre eux, puis après ça, les 2 conférences se clashent ensemble au championnat provincial. Mais en tout, là, dans les 2 conférences, il y a comme 150-200 gars, 150-200 filles qui courent dans chacune des 2 conférences.
tu sais, c'est du monde qui font du cross-country puis de la course à pied au cégep, là, c'est fascinant. Puis tu sais, il y a de la place pour tous les niveaux. Plus la moitié de ce bassin-là en ont jamais fait au secondaire. Puis ça, ben, c'était pas présent ou une réalité dans la même ampleur là 15 ans. Fait que tu sais, ça l'a changé dans le sens que c'est énormément popularisé grâce à un beau circuit qui est bien construit. Puis il y a de la place pour tout le monde. Tu sais, à Victo, l'année passée, on a réussi à rassembler 45 étudiants athlètes, des élèves qui faisaient l'équipe de cross-country, c'est la plus grosse équipe au Québec. Sur une province, dans le fond, 200 gars, 250 gars, 250 filles, genre quasiment 500 athlètes en tout. Mais il y en a 45 qui étaient de Victo. C'est quand même 10% de la province, hein? Ah, ça, c'était quand même, c'était une belle fierté, mais tu sais, il y a du momentum comme ça qui peut être présent quand tu additionnes le momentum dans différents cégeps. Tu sais, ça se construit vite, tu sais, un circuit comme ça de qualité. Puis, ce que j'allais dire en lien avec ça, c'est que on est à un beau niveau, tu sais, c'est ça en termes de succès de réseau et non pas nécessairement en termes de performance. Tu sais, je veux dire, le plus haut niveau de notre Québec, les 5 premiers, ça se ressemble quand même. Tu sais, les 5 premiers 2026 versus les 5 premiers en 2015 ou en 2010, ça va se ressembler. Je pense pas qu'il y ait une si grande progression en termes de niveau, mais la densité et la popularité. C'est les 100 premiers. La popularité est vraiment, vraiment exact, vraiment, vraiment plus grande. Puis ça, c'est au bénéfice d'un grand nombre, d'un grand nombre. Fait que c'est beau à voir. Puis ça se répercute à l'université aussi, tu sais, la densité est beaucoup plus grande, là, tu sais, pour faire un top 30 là, québécois, tu sais, c'est beaucoup plus difficile, c'est sûr que c'était faire un top 30 il y a 12-15 ans. Je ne sais pas si ça répond à toute ta question, mais tu sais, le réseau universitaire a eu les fruits du réseau collégial, tu sais, qui s'est vraiment bien construit. Puis, tu sais, au secondaire, malgré tous nos efforts, on réussit pas nécessairement à faire vivre la même expérience d'équipe grandiose. Je pense que ça passe par là beaucoup, tu sais, le volet social, le sentiment d'appartenance des jeunes, un des grands piliers, tu sais, de le développement de la motivation. Tu sais, au secondaire, on n'a pas le même potentiel à faire vivre ça aussi grandiose. Au cégep, ça commence à prendre une forme vraiment, vraiment spéciale. Puis là, ben, quand les cégeps mettent l'accent là-dessus, puis après ça peut se répercuter, puis faire plein de gens qui sont passionnés de course à pied, de sport individuel, de démarche inconditionnelle dans le dépassement de soi, puis qui peuvent rester actifs, faire du vélo montagne, faire du ski, de randonnée, tu sais, ce qu'on voit, ils peuvent être des amoureux du plein air, puis c'est ça qu'on retrouve, je pense, dans le succès de notre réseau au cégep, entre autres, c'est qu'il y a une grande popularité, tu sais, il y a un grand intérêt chez les jeunes, jeunes de fin d'adolescence, disons, début adulte, pour le plein air, pour les montagnes, pour le triathlon, tu sais, des sports comme ça, tu sais, qui peuvent se pratiquer selon nos propres termes individuels et non pas dans les horaires des pratiques d'équipe puis des compétitions en équipe. Puis c'est des projets, c'est ça, très, très personnels et individuels. Puis c'est beau à voir. On est dans une belle époque, tu sais, dans les 5-6 dernières années, je trouve, là. Fait que c'est des graines qui se sèment, qui fait que ça va être des citoyens plus tard qui vont être actifs, qui à leur tour vont dans leur réseau avec leur future famille et tout, amener le monde dehors. Puis c'est un peu ça qu'on veut, tu sais, que si on revient à ce qu'on disait au début, qu'on veut que 30 000 personnes à Victo sortent, mais s'il y a de plus en plus de monde qui ont la piqûre du plein air de se retrouver à l'extérieur. Il ne veut pas dire qu'ils vont faire du cross-country, qu'ils vont devenir coach universitaire comme d'autres. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner des courses de trail. Juste d'avoir le goût d'être dehors. Puis d'intégrer ça, puis après un background, après avoir été des années en mode plus organisé dans une équipe, ben, je connais plein d'athlètes universitaires, collégiales qui sont arrivés après ça dans leur retraite du sport, puis ils ont commencé sur le marché du travail, puis ils ont comme gagné une espèce d'immense liberté de dire, hey, là, j'ai plus, mettons, la discipline de devoir m'entraîner X nombre de jours parce que l'équipe le fait, mais soudainement, je peux être multisport, puis faire du ski le vendredi soir, puis une longue de course le samedi, puis de la rando le dimanche, puis ça fait des citoyens qui bougent, ça fait un système de la santé qui tranquillement va être moins sollicité ou mis sous pression, puis on va pas tout régler avec la course, mais c'est beau de voir ce rayonnement-là tranquillement se faire, hein. Exact. On a un discours digne d'un adepte de Pierre Lavoie, tu sais, entre autres, ou, tu sais, mais tout à fait, là, c'est 100%, je pense, 100% la mission collective, là, tu sais, qu'on doit avoir. Puis, tu sais, j'ai l'impression notre réalité actuelle, là, de la popularité pour le sport d'endurance, je sais pas, tu sais, il y a beaucoup de structures multifactorielles, mais tu sais,
le gros boom de la course à pied là, de 2010-2012, là, c'est pas mal les enfants de ces gens-là, tu sais, qui ont beaucoup embarqué, là, tu sais, puis il y a des villes en particulier beaucoup plus actives, tu sais, qui ont été probablement des foyers d'éclosion, là, tu sais, moi à Victo, je trouve que, tu sais, on est probablement la ville en ratio de population, là, tu sais, la plus active au Québec, tu sais, puis c'était déjà le cas là, une quinzaine d'années, mais j'ai l'impression qu'on a il y a des villes comme ça, tu sais, qui ont été, bref, ouais, qui ont beaucoup aidé là, tu sais, à la promotion promotion je sais pas, faire être des bons porte-parole là, pour ce qu'il y a de spécial à vivre avec nos sports, un sport comme la trail entre autres là. Des fois via des programmes, via des infrastructures, via des façons de faire qui fait que tu peux prendre en charge les gens un peu plus, puis ça rendu là, c'est de la politique d'investissement et de retour sur investissement, mais t'as pas un retour sur investissement direct de dépenser des millions pour des infrastructures, mais quand 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, t'as des villes comme qui sortent des statistiques, tu vois les villes les plus en forme, je suis sûr que on peut tracer des liens directs. En ce moment, il y a ça qui est sorti cette semaine, là, je voyais un article qui disait que Québec c'était la ville la plus active parce que c'est dans le cadre d'un programme, mais les villes les plus actives, je suis sûr que si tu regardes les investissements qui ont pu être faits dans des programmes, dans le sport amateur, dans le récréatif, dans peu importe, si tu regardes ce qui a été fait il y a 15-20 ans, c'est sûr qu'il y a une corrélation quelconque. Exact. Ouais. Là, on parle de cross-country, on a parlé de ton parcours universitaire. À quel moment on passe d'être un athlète universitaire, un entraîneur, à la découverte du trail qui est un peu une extension du cross-country, mais quand même assez différent? Ouais, ben tu sais, moi, j'ai ma façon de pratiquer, m'entraîner pour le cross-country ou pour l'athlétisme, la course sur route, ça a toujours été la trail. Anyway, fait que pour moi, la trail, j'ai toujours couru en trail au quotidien, où j'ai toujours couru, senti que je faisais ça de la trail, moi, mais j'ai pas mis d'eau-sort vraiment en trail pendant mon cheminement plus scolaire, surtout universitaire, disons. Puis, mais j'avais fait les courses en trail, les courses en forêt, là, organisées par Daniel Desrosiers. Je sais pas si t'as connu ou tu connais, mais les courses en forêt, ça s'appelait comme ça. En 2009-2010. Puis il y avait des 5 et 10 km principalement. C'est l'époque un peu du Ultimate XC, là, à Saint-Donat, dans ce coin-là. Puis les X-Trail Lazic et compagnie. Puis moi j'avais trippé, mais après ça, j'avais mis ça sur pause un peu, puis pour la trail. Voilà, puis là, en finissant l'université, tu sais, plus en redéfinition un peu, là, qu'est-ce que j'ai envie de relever comme défi sportif. Puis ouais, c'est ça, j'ai réussi à faire une première course avec un dossard en 2021 à la clinique du coureur. Le 30 km. Puis l'année de pandémie qu'on prenait le départ avec un masque, là? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que ça a été ça un peu, mais tu sais, moi, je me sentais déjà, tu sais, 100% dans le trail, là, tu sais, 2, 3, 4 ans avant. Puis, ben, c'est ça. Puis, ça a vraiment été, ça a vraiment, je pense, répondu à ce que je cherchais, tu sais, puis j'ai vraiment été chercher là des expériences précieuses, là, puis j'aspire à en vivre d'autres. Puis là, au niveau, je sais pas si dans ta question, tu parlais un peu de coaching, coaching comme tel, je coachais un petit peu au soccer, justement, à la fin de mon secondaire, redonné, tu sais, à l'école secondaire, là, du futsal, du soccer intérieur, dans le fond, puis j'aimais ça, te redonner dans un rôle que moi, j'avais été l'apprenant avant, tu sais, fait que c'est quand même valorisant aussi, tu sais, comme jeune adulte, disons, là, tu sais, de reprendre la posture que tu as peut-être vu avec estime, tu sais, quelqu'un d'autre occupé. Puis c'est resté de même. Je n'allais pas pousser nécessairement le coaching au soccer, là, mais après ça, on a fondé avec un ami à Victo, là, Guillaume Ouellette, un club adulte récréatif, tu sais, à Victo. On faisait 3 séances par semaine. Imagine, au début, bénévole, on a rassemblé une centaine de coureurs sur la piste d'athlétisme en même temps. Une centaine de coureurs à Victo, tu sais, en 2011 en fait. Fait que, tu sais, c'était quand même vraiment des beaux happenings. Puis ça existe encore à ce jour. Fait que tu sais, je suis encore impliqué avec ça, le Club Citius, puis ça m'a mis un peu les deux pieds où je savais pas dans quoi je m'embarquais quand je partais ça, mais tu sais, finalement,
de redonner, puis moi d'être aussi, comme on disait tantôt, être aussi convaincu de la beauté de ce sport-là simple. Puis là, à ce moment-là, c'était plus la course de route, mais de redonner une clientèle qui était peut-être un petit peu moins convaincue dans certains cas. Puis ça a été vraiment le fun. Puis j'ai resté impliqué là-dessus tout mon cheminement à l'université. Je me suis retrouvé en intervention sportive au baccalauréat, pour coacher. Je savais pas trop quelle forme ça allait prendre. Je voulais surtout apprendre pour moi, pour m'entraîner. Finalement, j'acquiers des choses, puis je tombe un peu passionné, effectivement, de redonner dans quelle forme. Puis évidemment, l'étape d'une vie dans laquelle je voulais le plus m'impliquer, c'était redonner à des jeunes, parce que moi, des jeunes secondaires, cégep surtout, pour commencer. J'avais beaucoup de reconnaissance pour ce que j'ai appris, puis ce que j'ai pu vivre dans ces années-là. Fait que c'est de même un peu que je me suis retrouvé entraîneur un peu. Mes projets d'après-université, c'est devenu clair, que je me suis engagé de plus en plus intensément dans différents projets. Je fais une approche plus multisport avec le triathlon au secondaire maintenant, qui est un de mes gros projets au quotidien, puis avec le coaching au cégep en cross-country, puis à l'université là maintenant à Sherbrooke. C'est un peu ce qui a été la séquence là, de mes expériences puis professionnelles là, comme entraîneur, puis transformer une passion en ton métier. Exact. Dans le fond, ça a été ça. Là. Moi, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire comme travail, mais je savais ce qui me passionnait. Puis à un moment donné, je me suis trouvé assez reconnaissant de pouvoir gagner un peu ma vie avec ça. Fait que j'ai avec des projets structurels dans des institutions scolaires, ça c'est vraiment ce qui a toujours été la priorité là, dans mon engagement professionnel. Puis j'ai coaché un petit peu privé par-ci par-là quand que les projets institutionnels scolaires ils le permettaient, des moments qui le permettaient plus, des moments qui le permettaient plus ou permettaient moins. Mais fait que ça a fluctué, mais c'est ça. Voilà, ça nous a aujourd'hui. La transition vers le trail, après des années à s'entraîner pour de l'athlétisme, du cross-country, des efforts extrêmement rapides. Là, on s'entend, ton premier trail, c'était un 30 kg Lac-Beauport dans du technique. L'année d'après, tu as remporté le QMT 50. On tombe déjà dans des zones ultra. Cette transition-là, dans ta manière de t'entraîner, c'était-tu brutal ou c'était une continuité de ce que tu connaissais déjà? Ben, il y a nécessairement beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup de nouveautés. Il y a eu ces choses-là en transition. Mais comme je disais, j'ai quand même toujours fait de la trail. Puis moi, j'adore faire des intervalles. J'ai toujours adoré au secondaire cégep faire des intervalles, mais les intervalles, les transférer en trail. Fait que c'est assez pas très orthodoxe ou traditionnel de faire ça pour des coureurs typiquement cross-country trail, mais j'ai développé une certaine lecture du terrain, une certaine agilité, polyvalence générale, capacité d'adaptation. Puis c'était ça mes plus grandes forces, je pense, aussi en cross-country anyway. Fait que après ça, oui, je me suis des intervalles sur la piste, c'est rare que j'en fais quand même. J'en ai beaucoup fait, puis je trouve. Ouais, c'est ça. Dans mon quotidien, si j'ai le choix, il y a toujours, je trouve que la montagne, elle va m'apporter plus, je vais toujours aller là. Fait que j'ai nécessairement pas commencé à passer de plus en plus de temps, juste en montagne, juste à monter en haut, aller voir les vues, apprendre à grimper, apprendre à grimper mieux, même si je pourrais jamais être un grimpeur comme Alexandre Ricard, mais j'ai essayé de m'améliorer un peu là-dessus. J'ai apprendre à descendre, apprendre à gager l'effort, je suppose. Oui, je suppose quand t'arrives n'importe quelle nouvelle distance, parle à quelqu'un qui a fait des 30, des 50, puis s'inscrit sur un premier 80. Souvent, la question est pas comment j'adapte mon entraînement, à moins qu'on soit un athlète qui vise des performances internationales, s'entraîner pour un 50 ou un 80, il n'y a pas tant de différence. C'est plus à quelle pace je pars, puis comment j'essaie de récupérer pour avoir encore du gaz dans 10, 12, 14 heures, peu importe, de passer à un premier 50 au QMT. Quelqu'un qui a des années, comme toi, de background de cross-country, qui ça se fait en combien de temps, les courses? C'est des 10 km
40 minutes, je sais pas, d'arriver sur un effort qui prend 5 heures, ça devait être un bon, je sais pas comment dire, se lancer dans le vide, là, de pas savoir si je vais avoir encore du gaz rendu à Mont-Saint-Anne. Ouais, définitivement. Ça m'a pris beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup d'humilité aussi, respect pour la distance, respect pour la longueur en temps, l'effort, tu sais, pour l'épreuve. Je pense que j'avais une bonne connaissance de moi-même comme athlète, tu sais, avec le cross-country, c'était une de mes forces. J'ai réussi à retransférer ça, puis avec l'ouverture, tu sais, aller chercher le même, pousser, en tout cas le plus loin, on peut toujours apprendre, tu sais, se connaître mieux, puis je pense que j'apprends encore à me connaître beaucoup, mais tu sais, je me suis lancé dans ce processus-là d'apprendre à me connaître dans un autre type d'effort, puis tu sais, pour moi, initialement, tu sais, j'étais bien content d'allonger des épreuves. J'aurais pas voulu allonger des épreuves sur la route ou sur le marathon, ça m'appelait pas tant que ça. La quête des secondes et tout, je préférais, je pense, plus me lancer dans le plein air, me lancer dans dans du terrain varié pour vivre le plein air. Plus de minutes égale plus de plaisir, plus d'heures égale plus de plaisir, autant à l'entraînement que dans les épreuves. Fait que je pense que c'était ça, tu sais, de me lancer avec ouverture à apprendre à me connaître dans des contextes qui sont progressivement vraiment de plus en plus loin de ce qui m'a passionné à la base là, avec le cross-country comme type de compétition, disons. Fait que là, pour l'instant, on en est là, tu sais, à des épreuves de 10 heures et moins. Fait que je suis bien heureux de mes dernières années puis de comment j'ai pu me lancer là-dedans dans le vide un peu comme tu dis, mais j'avais des repères qui étaient quand même assez réconfortants, tu sais, quand même à faire ça là. Fait que ça s'est fait doucement là. C'est pas si brusque, ça a été bien. Ça n'a pas été si brusque. C'est drôle, je travaille sur un projet que je dévoilerai aux auditeurs un peu plus tard cet automne, mais ça m'amène à réécouter des vieux épisodes. Puis hier, par pur hasard, j'étais avec mon épisode avec Martin Dagenet en 2022, puis on parlait tantôt de tout ton background d'athlétisme, de cross-country, puis comment cette transition-là vers le trail se fait bien. On voit plein d'athlètes. Puis aux États-Unis, ça fait des années, ils sont souvent en avance sur nous dans l'ultra, puis ça fait des années qu'on voit ces athlètes-là de background athlétisme, cross-country transitionner extrêmement bien vers le trail. Puis là, ce que j'entends d'écouter depuis tantôt, c'est qu'il y a une méchante relève de trail qui s'en vient aussi. Si tous ces jeunes-là de Victo, du cross-country collégial, universitaire s'en vient en trail éventuellement, mais c'est drôle, Martin, il racontait votre rivalité amicale parce que vous vous êtes relancés l'un l'autre sur le trail de la clinique du coureur, sur le QMT, vous êtes croisés souvent, puis souvent ça se joue par quelques minutes entre vous deux, puis il disait, c'est là qu'on voit le background d'athlétisme de Danny, là, j'avais plus de gaz, puis là, lui, il restait encore un petit peu de jambes, c'est les intervalles payants à 14 ans, ça la track, il disait ça à la joke, mais je trouvais ça intéressant, c'était un beau lien avec ce que tu disais depuis tantôt. Blague à part, est-ce que tu sens qu'on va voir dans les prochaines années cette transition-là se faire de plus en plus entre le cross-country puis que le plan de retraite de ces jeunes athlètes universitaires-là sera peut-être le trail comme on peut le voir aux États-Unis? Ouais, possiblement, mais tu sais, ça prend une certaine personnalité. Tu sais, je pense, tu sais, j'aime dire que l'athlétisme, le cross-country, ça donne des outils, mais ça donne pas tous les outils, tu sais, en premier, tu sais, la trail, c'est beaucoup récompensé par, je veux dire, les résultats en trail, la performance en trail, c'est beaucoup récompensé par la passion, tu sais, pour le plein air, tu sais, si tu passes jamais de temps dans cet environnement-là, tu sais, tu pourras pas parce que tu cours super vite, tu sais, sur la route ou, tu sais, ça fera pas en sorte que tu vas courir super vite, tu sais, en trail, même, peu importe la distance, même si c'est court, même si que ce soit court ou long, en premier, tu sais, je pense que ça prend une passion pour cet environnement-là, tu sais, puis ça prend du bagage qui s'accumule au fil du temps, tu sais, est-ce que si tu es une jeune coureuse de cross-country qui est passionné de sports d'endurance variés, qui les varie ces sports-là, puis qui c'est ça, qui grandit avec des expositions, tu sais, à la trail en soi, tu sais, à la forêt, oui, définitivement, que cette athlète-là, si elle a l'intérêt elle aime ce dépassement, puis d'elle-même, puis que elle veut pas mettre une fin à ça, tu sais, au terme de ses années scolaires, nécessairement, tu sais, elle aura des outils en plus de la vitesse de jambes régulière pour le cross-country ou la course sur route, mais elle aura ces outils-là, tu sais, pour transférer entre elles avec une bonne lecture du terrain, une bonne connaissance d'elle-même, une belle agilité, mais une bonne polyvalence, mais c'est quand même pas un transfert automatique. Puis je pense que la génération, je vais le dire comme ça, la génération qui gradue de l'université en 2026 est probablement
par rapport à la culture de notre communauté actuelle, tu sais, est probablement plus outillée pour aimer faire la trail, puis quand même bien se débrouiller versus la génération de, tu sais, qui est graduée en 2015, 16, 17. Tu sais, moi, dans mes coéquipières, mais tu sais, pas tout le monde avait, tu sais, la fibre, tu sais, plus plein air. Moi, je me sentais un peu mouton noir, honnêtement, tu sais, dans mon équipe là, tu sais, Cégep Université, d'une certaine façon, par rapport à ce que, tu sais, moi, mes modalités préférées d'entraînement ou mon lieu préféré, ben, tu sais, c'est toujours la trail ou les routes de campagne ultra côteuses et tout, là, mais tu sais, sans dire que j'étais le seul, mais tu sais, je pense que j'étais un extrême quand même, là. T'as retrouvé ta gang de moutons noirs dans le trail un peu plus tard. Ben oui, à 100% exact. Fait que oui, soyons optimistes. Il y a beaucoup de jeunes qui auront avantage, tu sais, on leur souhaite là, clairement de s'intéresser à ça, tu sais, puis d'embarquer dans le train, d'embarquer dans le trip de faire les événements de trail au Québec, là. C'est beau de voir en trail, puis c'est partout dans le monde que les backgrounds, ceux qui arrivent à être les meilleurs au monde ou dans la performance sont vraiment diversifiés. T'as la croisée des chemins entre ceux qui ont le background plus universitaire, cross-country, athlétisme, des gens qui viennent du 3000 mètres, piste, whatever, qui transcendent entre elles très bien, comme des Jim Wamsley et des Danny Racine. Puis t'as l'autre branche qui est un peu plus plein air, un peu dirtbag. Est-ce que ça vient du snowboard, du ski de rando, de la rando? Tu sais, un Martin Dagenet, à la base, il était randonneur devenu coureur, puis t'en as d'autres en ce moment. Là, je voyais, au moment qu'on enregistre, Aurélien Sanchez, le Français, qui vient de battre le record de la PCT. Si je me trompe pas, peut-être je me mêle, là, je me lance sans script ici, mais il me semble que c'est un gars qui vient encore là du background de rando, de multijours, de plein air. Puis t'as comme cette croisée des chemins-là dans le trail où les deux chemins fonctionnent, tu sais. Le dénominateur commun, c'est la passion de ces longues journées-là dans le bois, là. Exactement. Bref, ça fait que c'est ça le compromis, puis le truc qui est le point en commun entre les deux types de bagages. Puis c'est beau parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus noble aussi à être récompensé, tu sais, par ce sport-là. Tu sais, fait que c'est clairement la passion pour le terrain de jeu. Quand je préparais l'épisode, dans ta progression, bon, je connaissais les résultats. Je suis le sport depuis plusieurs années. Les 30 kilos, les 50 kilos, la clinique, le QMT, t'as beaucoup brillé là. Puis j'ai vu quelque chose que j'avais aucune idée. J'ai vu le petit mot Bandera 100 km. Je fais quoi? Danny a fait ça? Fait qu'après la pause pour un message d'un partenaire, j'ai goût qu'on entre dans le Far West du Texas de cette course-là que t'as faite l'année passée. Excellent. Il y a une phrase que tous les coureurs ont déjà dit au moins une fois, je pense que j'ai enfin trouvé la chaussure parfaite. Puis, 6 mois plus tard, la compagnie sort une nouvelle version, ton modèle préféré disparaît ou ton pied décide soudainement qu'il aime plus ça pantoute. La vérité, c'est qu'il n'y a pas une chaussure parfaite. Il y a la bonne chaussure pour toi, pour le type de terrain, pour la distance que tu cours, puis même pour la période de l'année. C'est normal d'essayer des choses, puis c'est justement pour ça que j'aime Altitude Sport. Au lieu d'être limité à quelques modèles, tu as accès à une quantité impressionnante de chaussures de trail. Des marques comme Oka, On, Salomon, Norda, Saucony, Altra, Brooks, Normal, New Balance, The North Face, bref, à peu près tout ce que les coureurs de trail recherchent. Puis surtout, leur site permet de comparer facilement les modèles selon le coussinage, le drop, la largeur, les disponibilités, les rabais, puis les avis des autres coureurs. Ça rend ta recherche pas mal moins compliquée. Altitude Sport, c'est une entreprise canadienne basée à Montréal avec plus de 400 marques premium. Tu commandes aujourd'hui, c'est livré demain partout au Canada, puis même le jour même à Montréal. Puis les retours sont vraiment simples avec un code QR. Va sur altitudesport.com et utilise le code promo pas sorti du bois 2026, PASSORTIDUBOIS 2026 pour obtenir jusqu'à 20% de rabais sur ta première commande. Faut juste te créer un compte. Le lien et les conditions sont disponibles dans la description de l'épisode. J'ai l'impression qu'on réalise pas encore tout à fait ce qui va se passer au Mont-Saint-Anne en octobre prochain. Puis je m'inclus là-dedans parce qu'on est habitué de voir les grands événements sportifs se dérouler ailleurs, dans les Alpes, dans les Rocheuses. Mais du 9 au 11 octobre 2026, c'est ici que ça va se passer, au Mont-Saint-Anne. Le défi des couleurs va accueillir la finale de la Coupe du monde de course en montagne, les championnats canadiens et la finale de la Coupe Québec Trail. 3 grands rendez-vous réunis sur une seule montagne, la même fin de semaine. Dans quelques années, quand on va parler du développement du trail au Québec et au Canada, je suis convaincu que cette édition-là du défi des couleurs va revenir dans la conversation. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que ce week-end historique-là est pas réservé seulement aux élites. Oh non! Tu peux être sur place et prendre le départ aux côtés d'eux sur la douzaine d'épreuves qui a lieu pendant le week-end. Parce qu'au-delà des championnats et des titres, le défi des couleurs demeure un événement ouvert à tous avec une douzaine d'épreuves allant de 1 à 42 km. Alors si tu veux faire partie d'un week-end mémorable, je te donne rendez-vous du 9 au 11 octobre prochain au Mont-Saint-Anne. Les inscriptions sont ouvertes puis il reste encore des dossards sur toutes les distances. Rendez-vous au défidescouleurs.ca.
De retour avec Danny Racine, je le disais avant, j'ai goût qu'on parle de Bandera parce que c'était, je veux pas dire que c'est un ovni dans ta feuille de route, c'est juste que je le savais pas, je l'ai appris hier en cherchant puis en me remémorant un peu ce que tu as fait dans les dernières années pour me préparer pour l'épisode. J'ai fait, Danny a fait Bandera. Parle-moi de cette décision-là en janvier 2025 de se lancer sur ton premier 100 km au Texas sur un parcours qui est pas du tout ce à quoi on est habitué, je pense, ici au Québec, au Canada. Ouais, ben tu sais, mon raisonnement, c'était Bandera, c'était une course qui était, c'était la première année qu'il n'y avait pas de Golden Ticket pour la Western States cette année-là. Moi, je savais qu'il n'y avait pas cette récompense-là, mais je me disais, ben ça va être vraiment intéressant parce que c'est une course qui a été ultra compétitive, je vais pouvoir aller mesurer l'historique, tu sais, un peu des temps, même si je t'ai déjà dit dans un autre moment, tu sais, que la comparaison des temps, je veux pas trop faut pas trop l'extrapoler à deux journées différentes, 2 années différentes et tout. Puis là, ça s'exprime vraiment très, très bien dans la situation actuelle parce que finalement, le parcours il y a des pluies, des prévisions de pluie diluviennes un peu, là, une couple de jours avant, ils ont perdu leur permis pour se tenir dans le même parc et le même parcours, sur le même parcours qu'habituellement il était tenu, ce 100 km-là, puis il était transitionné à 2 heures de route là, sur un autre ranch, un autre complètement parc. Différent. Ouais, exact. Là, ils ont balisé un parcours en genre 72 heures, jour et nuit probablement. Là, ils ont balisé ça. Ouais. Fait que ça a été finalement, moi j'avais 2 intérêts, dont cet intérêt-là de choisir Bandera, c'était d'aller mesurer à l'historique des temps et tout. Puis ça fitait, ça fitait vraiment bien dans mon hiver. Moi, je trouve l'hiver, c'est pas fait pour courir. Si t'as pas de traction, c'est fait pour glisser. T'sais. Fait que c'est fait pour glisser avec les autres sports. Fait que moi, j'adore faire du ski-mo, du ski de randonnée, du ski de fond en skate aussi. T'sais. Fait que l'hiver, moi, c'est ça que j'aime faire. Mais là, je veux pas avoir un objectif hivernal qui est en mars. Puis là, t'es obligé, ou février même, tu gardes tout ton hiver, quand même rigoureux à courir. Tu te forces à courir dans des conditions, une saison au Québec qui n'est pas destinée là, à s'entêter à avoir un objectif estival, en tout cas. Fait que là, moi, c'était un peu ça. Le timing était cool. C'était début janvier. Fait que je me dis, honnêtement, le plus gros de la préparation va se faire octobre-novembre, début décembre. C'est pas encore si pire la météo. Puis là, je vais arriver dans le taper. Puis je vais pouvoir faire un peu de tapis roulant, blablabla, faire de la préparation à chaleur, je sais pas. Puis profiter ton hiver après la course. Je fais la course, puis après ça, je recours pas pendant un mois, puis je fais du ski, puis tout. Fait que c'était un super beau plan sur papier, puis Michael Amoureux avait embarqué avec moi dans ce projet-là. Elle voulait aussi faire ça, puis ça l'intéressait, puis le parcours avait l'air roulant. Tu sais, de ce qu'on pensait, puis on le sait pas, le parcours originel, je sais pas comment il est, on n'a pas été, mais le parcours là où on a abouti finalement dans le nouveau site de course, c'était, tu sais, vraiment un parcours qui a été tracé, je pense, avec peu de préavis, puis il y a de la garnotte partout, tu sais, puis c'est pas de la garnotte, tu sais, c'est plus que 0,75 dans le fond, c'est gros, c'est un pouce partout. Puis c'est juste la roche qui ruisselle, tu sais, avec les... Qui roule sur ton pied, là, sous ton pied. Ouais, c'est ça. Mais c'est les pires affaires. Toute la roche des montagnes qui ruisselle dans les mêmes endroits, puis ça donne que le parcours passe sur ces roches-là, tu sais. Fait que, honnêtement, j'ai eu l'impression de faire 100 km avec toujours une roche en dessous de ma semelle de soulier, tu sais. Puis là, tu n'as jamais un bon appui. Moi, j'aime ça, le technique, mais là, c'est technique. J'aime la technique où tu peux lire le terrain, puis tu peux éviter les obstacles, choisir les appuis sur lesquels tu mets le pied. Ça, c'était un parcours où il n'y a aucune lecture qui est utile. Il y a de la roche partout, puis il y a toujours une roche en dessous de ton pied. Tu peux pas les éviter, puis tu peux pas juste choisir la bonne roche pour courir. Fait que ça a été vraiment dur sur les pieds. Ta motion de course est jamais stable et continue. Non, c'est ça. Puis c'est vraiment drainant sur le pied, la cheville, la musculature, le bas du corps, c'est vraiment drainant. Fait que c'était dur. Je m'étais fait mal à la cheville une semaine à l'avance. Fait que là, je suis arrivé, je pensais même pas finir. Finalement, bon, j'ai réussi à finir, mais tu sais, ça a été vraiment dur la dernière heure. Puis c'est pas une super bonne performance. J'ai vraiment, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à finir. Fait que le niveau de compétition était vraiment pas si élevé considérant qu'il n'y avait plus de récompense. Fait que ça a donné le résultat qui peut paraître comme intéressant pour certains, mais dans l'exécution, c'est vraiment pas si performant. Puis qu'est-ce que je veux dire? C'est quand même une super belle expérience. Texas, je pensais jamais aller là une fois dans ma vie. Puis c'est quand même, les locaux de
passionnés de trail. C'est quand même une belle communauté. Les gens étaient vraiment gentils, vraiment accueillants. Puis j'ai vraiment été agréablement surpris. Je m'attendais vraiment pas à ce genre de contact-là humain. Puis les ciels sont vraiment beaux. Là, ah ouais. Les ciels nocturnes, là, c'est vraiment beau. Bref, fait que tout ça pour dire, c'était ça, Bandera. Mes deux objectifs à aller là, c'était plus la comparaison de l'historique puis le timing dans l'hiver. Puis finalement, le timing est resté, ça restait un bel attrait. Après ça, j'ai pas couru l'hiver presque, puis j'ai fait du ski, mais après ça, l'historique, j'ai pas pu nécessairement me comparer. Mais j'y retournerai pas nécessairement, mais c'était quand même une belle expérience. L'organisation est cool parce que c'est une course que je vais poser la question que pour moi et pas pour les gens qui écoutent, mais moi aussi j'ai un intérêt de cette course-là parce que on l'a vu médiatiquement parlant plusieurs années être une course comme la Black Canyon, très suivie parce que tout le monde convergeait vers là pour avoir des tickets, mais ça a toujours eu l'air cool comme organisation. Oui, Roots, mais quand même organisé au quart de tour parce que c'est une course d'importance. Hein. Ouais, c'était bien organisé, mais c'est quand même très régional, très local, là, Roots, là, comme tu dis. Fait que c'était bien organisé. Ça a donné le goût de retenter le 100 kilos parce que, comme je le disais tantôt, t'es beaucoup dans les 30, les 50. À Squamish, j'ai un blanc. T'as-tu fait le 50 ou le 80? J'ai fait 2 fois le 80, ouais. OK. Oui, à 100%, mais je ferais pas Bandera, je pense pas. Mais oui, c'est sûr que moi, je pense que j'en suis là en plus. Là, puis là, Alexandre Ricard, il me montre à 100% que j'ai pas le power. Je suis trop vieux, puis j'ai pas assez d'aptitude innée pour pouvoir faire, pour pouvoir puncher des côtes. Là. Sur des 50 kilos, c'est souvent comme une heure et demie là, de durée totale cumulative de montée, puis cette une heure et demie là, c'est comme j'aime penser qu'on a un peu deux réservoirs d'énergie, le réservoir d'énergie pour monter puis le réservoir d'énergie pour comme courir le plat puis les descendre, c'est une autre affaire. Tu peux être complètement épuisé des montées, mais tu peux réussir à avoir des ressources pour pouvoir faire d'autres sections super, super bon. Mais le réservoir pour monter, moi, je pense qu'une heure et demie, c'est rendu trop court pour moi, cumulatif, c'est ça. Fait que ça pour dire que oui, je pense que l'avenir nécessairement, ça va plus être 80 et plus. Je vais voir, il va falloir que j'aime ça en premier. Fait que je pense que les expériences sur 80 et plus vont venir dans la prochaine 12 mois, c'est sûr. Puis moindrement que j'aime un peu de plaisir, honnêtement, je pense que ça va être ça pour la suite. Est-ce qu'en ce moment, quand tu regardes la perspective de faire des courses de 80, de 100 km, as-tu un peu cette même excitation-là de l'inconnu comme tu pouvais avoir en 2020-2021 quand tu as tranquillement abordé la longue distance, l'ultra, puis l'espèce d'inconnu, comme on disait tantôt, de je me pèse comment sur un long effort comme ça, je gère comment ma nutrition, tu sais, rendu sur une courte distance, ça pardonne-ish de mal se nourrir parce que l'effort est pas si long. Rendu sur un 100 km à Bandera, il y a pas beaucoup de marge d'erreur si tu veux avoir du fun pendant 100 km. Hein. Ouais, à 100%, puis j'ai pas ces secrets-là. Là. Je le comprends pas encore comment réussir. Je pense pas que j'ai fait un bon 80, encore. Là. Fait que mais c'est un défi qui m'appelle puis qui me tente. Puis là, honnêtement, il y a 5 ans, je pensais que c'est sûr qu'en 2026, j'aurais déjà fait un 12, 15 heures, 20 heures, 25 heures de course. J'étais sûr, je faut l'appeler par les courses mythiques qu'on a dans notre sport. Mais une année à la fois, ça n'a jamais été l'année où je planifiais ça concrètement. Puis là, ça venait, je montais. J'ai toujours me suis concentré sur qu'est-ce que je veux faire là, c'est cette année-là qui débute ou l'année prochaine. Puis avec beaucoup de conviction. Puis c'était vraiment à chaque fois les expériences que j'avais le plus envie de vivre. Mais là, je pense que ce que j'ai vraiment envie de vivre, c'est un petit peu plus long. Le prochain truc que j'ai vraiment envie de vivre. Fait que oui, nécessairement, je me lance à l'inconnu pour répondre à ta question par rapport à ça. Comment tu bâtis tes saisons? Tu sais, comme là, 2026, on peut prendre exemple sur la saison en cours, puis ça nous permettra de parler de ces courses-là, mais Trail La Clinique, QMT, c'est des 50 km qui se ressemblent en durée d'effort, qui ont une belle distance entre les deux pour récupérer puis rebâtir. Ça fait plusieurs années que t'es fait, plusieurs années que t'es gang, ça a été ça ton début de saison. Quand tu planifies l'année à venir, c'est comment tu places les pièces dans le calendrier? Ouais, tu sais, moi, là où j'en suis, dans ma vie, j'aime
vraiment intensément faire ce sport-là, tu sais, puis participer à des événements, me dépasser, puis jouer le jeu, d'essayer d'avoir le meilleur résultat possible, là, tu sais, pour moi, là. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je veux vraiment, je veux vraiment le faire de façon harmonieuse avec le reste de ma vie, les autres sphères. Tu sais, l'automne, avec le cross-country scolaire, c'est l'automne, là. Puis, tu sais, la rentrée scolaire, de la rentrée scolaire ou même la rentrée moyenne semaine jusqu'à la mi-novembre, tu sais, c'est vraiment complètement fou, tu sais. Puis, j'adore ça comme ça, tu sais. J'adore le défi qui vient avec le coaching. Puis, mais, tu sais, je suis pas la tête à compétitionner, là, tu sais, à l'automne. Fait que, je préfère pas trop avoir d'objectifs ou d'objectifs principaux du moins, tu sais. S'il y a un événement, avec un petit préavis, je peux le faire, puis ça fit dans mon horaire, une journée libre, je vais être content de le faire l'automne, mais comme tel, je peux pas avoir d'objectif l'automne. Fait que comme tel, c'est comme ça que je commence un peu par planification de saison, mes moments forts, mes moments qui sont plus favorables dans l'année. L'hiver, moi, j'aime ça glisser. Fait que je pense pas, là, pour l'instant, je pense pas planifier un Black Canyon, une course hivernale. Tôt dans le printemps, c'est la même affaire. C'est quasiment pire, en fait. Comme tu disais tantôt, Bandera, tu vas builder up. Moi, je me rappelle avoir fait un 100 000 en janvier une année, puis cette année, j'en ai fait un en mai. Puis je te confirme que l'impact de l'hiver est 100 fois pire sur un 100 000 en mai, parce que février, mars, quand t'es supposé faire tes gros trainings, puis qu'ils graident de la merde, excusez l'expression, tu te dis, faut que je sorte. Puis alors que quand tu veux builder up en janvier, c'est en octobre que la game se passe. Hein. Exactement, vraiment. Fait que c'est pour ça que dans le fond, tu sais, je fais des courses juste en mai, juin, juillet, août. Je suis comme j'ai la tête à ça, tu sais, puis c'est plus condensé que ce qui serait idéal. Tu sais, c'est sûr que faire 50 km, 50 km à un mois d'intervalle, tu sais, c'est un peu trop, là, tu sais. Mais tu sais, moi, j'ai du fun à le faire, puis je sais que c'est un blitz où je sais que je peux être quand même encore, tu sais, en forme, où ça peut bien aller deuxième, c'est pas dangereux pour ma santé nécessairement, là, mais tu sais, mais après ça, tu sais, je sais qu'après ça, ça va être plus relax. Je vais jouer dehors beaucoup, puis tu sais, mais ça va être plus. Je vais chercher beaucoup, moi, dans mon quotidien, tout simplement, à pratiquer ce sport-là. Il n'y a pas grand-chose que l'événement rajoute, tu sais, à mon quotidien. Ouais. C'est la cerise sur le Sunday, mais le Sunday est extraordinaire. Fait que moi, c'est un peu ça. C'est pour ça que je vis bien avec peu d'événements. Je vis bien avec des événements assez condensés l'été. Puis là, tu sais, en ce moment, dans mon été 2026, j'ai Borealis aussi que je vais faire. Le 80, ça, c'est à la mi-août. Fait que, tu sais, ça me donnait comme 4 semaines entre la clinique du coureur QMT, puis après ça, j'avais comme 6 semaines à peu près, je pense, avant Borealis. Puis après, page blanche pour l'automne, il y aura peut-être rien, il y aura peut-être juste beaucoup de sport par-ci par-là quand mon horaire le permet. Puis l'hiver, pour l'instant, j'ai pas encore la conviction de vouloir m'embarquer sur une préparation hivernale. Printemps prochain non plus, tu sais, il y aura pas rien. Fait que je sais pas si ça répond un peu à ta question pour. Tout à fait. Ouais. Comprendre comment on bâtit une saison puis les entraînements à travers ça. Tu sais, t'as un background, on l'a dit plusieurs fois, de cross-country, qui a un entraînement d'équipe. Là, dans une préparation, tu sais, t'es entraîneur, tu sais quoi faire pour te rendre au jour J puis arriver prêt, mais est-ce qu'avec le temps, il y a un peu plus de longues journées dans le bois pour le plaisir? Tu disais tantôt, j'aime la cerise sur le Sunday, mais j'aime encore plus le Sunday. C'est quoi ton Sunday quotidien? Tu sais, les semaines avant un trail de la clinique 50, y a-t-il encore beaucoup d'intervalles et tout ça, ou on est plus en mode on joue dans le bois? Ouais, ben moi je joue beaucoup dans le bois à l'année, puis je pense que tu sais je garde un œil ou une tu sais le chapeau critique d'observer, d'être attentif, quel genre d'effet ça a, tu sais, sur mon niveau de forme, de faire telle chose. J'expérimente plein d'affaires, c'est sûr, je suis mon meilleur cobaye là, tu sais, mais fait que je fais pas beaucoup les choses, tu sais, j'écris jamais rien, tu sais, je m'écoute au quotidien, j'attends de me sentir dans des dispositions favorables à avoir des gains avant de faire un travail, tu sais, un intervalle, une intensité courte, une longue sortie, tu sais, tout ça, c'est des intensités qu'il faut avoir de certaines dispositions, tu sais, fait que j'attends ces opportunités-là dans le quotidien. Je planifie rien, comme je disais. Je me donne des thèmes un peu selon les saisons, quand c'est plus propice. J'aime ça faire des intervalles de côte au mois d'avril, quand les trails sont pas tout à fait prêts. J'aime ça faire beaucoup de vélo en gravel. Mars-avril, je trouve que c'est les deux plus beaux mois de gravel pour moi. Si t'aimes ça jouer dans la boîte, là, mais dans les rangs, c'est bien.
qu'est-ce que je voulais dire avec ça? L'hiver, je fais beaucoup de ski. Je fais avec le ski-mo, j'ai des skis quand même légers. Je fais des intervalles aussi en ski. J'ai vraiment du fun à faire ça. Tu sais, je les fais pas pour, j'espère que ça va payer puis ça va être bon pour l'été. Non, j'aime ça. Profondément, tu sais, me challenger, me donner des défis là, de volume, intensité là, un peu à l'année longue. L'hiver, c'est plus ça la forme que ça prend. Puis qu'est-ce que je voulais dire avec ça, c'est que mon quotidien, mon Sunday, tu sais, honnêtement, j'ai beaucoup de fun. Je fais à peu près 550 heures, 550 par année, tu sais, d'heures cardiovasculaires, multisports. Je mets ça selon les saisons, quel sport qui se pratique bien l'hiver, quel sport qui se pratique bien différentes saisons. Puis je m'écoute beaucoup, je fais les choses oui, j'essaye que ce soit intelligent ce que je fais pour m'amener à améliorer mon niveau, mais tu sais, je fais beaucoup d'exploration, beaucoup de marches dans la brousse, de bushwalk. Tu sais, je fais beaucoup je trouve des raccourcis par-ci par-là, tu sais, sur mes tracés. J'aime explorer, aller faire des nouvelles boucles, des nouvelles routes que j'ai jamais faites, des nouveaux rangs, des nouvelles trails. Fait que j'ai des objectifs de volume un peu, tu sais, annuel. J'aime ça, essayer de faire au moins 150 000 de D+ par année. Puis là, c'est le multisport, là, tu sais, fait que c'est pas un objectif que j'ai accompli qui me donne beaucoup, là. C'est pas le fait d'accomplir, c'est plus le fait de me ramasser beaucoup au sommet des montagnes, finalement, annuellement, 4 saisons. Fait que c'est un peu ça, mon Sunday. J'espère que ça répond un peu à ta question. Ouais, tout à fait. Moi, je dis souvent que je vais jouer dans le bois, je m'en vais pas courir, puis j'entends ça dans ce que tu dis, tu sais, le bushwhack, puis d'essayer de trouver, là, moi, j'ai un beau terrain de jeu pas loin de chez nous, toute l'arrière du trail de la clinique du coureur, tous les 3 sommets, le lac des Roches, ceux de la région qui connaissent, puis il y a 1 million de sentiers, mais j'aime ça partir quand j'ai une longue affaire, tu sais, en nombre d'heures, je sais que je vais être longtemps dans le bois, mais pas chercher quoi que ce soit, puis juste dire, je l'ai tellement exploré dans le dernier 6-7 ans que faut que je trouve un sentier que j'ai jamais trouvé. Puis là, hier, je me suis ramassé en bushwhack à une place, je suis revenu chez nous, je me suis checké pour les tiques comme je me suis jamais checké parce que j'étais dans les hautes herbes, puis ça piquait, puis tu sais pas dans quoi t'es passé, mais t'es passé là, puis ma blonde, elle me dit, qu'est-ce que t'as fait? T'es allé où? Je sais pas. Il y avait plus beaucoup de sentiers, il y avait beaucoup d'herbes hautes, puis ça avançait pas vite, mais c'était le fun. T'sais. Puis c'est-tu payant? Je sais pas, mais j'ai eu du fun, puis j'ai été longtemps sur mes jambes. Fait que that's it. Ouais. Puis tu sais, ça, dans le fond, t'es sorti de chez toi avec l'idée de je vais aller voir ce tronçon-là ou tu t'arrives à peu près. Tu sais, après 15-20 minutes, je dis, hey, c'est vrai, je suis pas loin de là, mais si je veux connecter ces 2 sentiers, il y a sûrement quelque chose. À date, j'ai pas trouvé quelque chose qui connecte à part 10 minutes de bushwhack. Fait que, mais c'était drôle. Exact, ouais. Mais ça me rejoint énormément parce que, tu sais, moi, quand on est créatif, on n'a pas besoin de grand-chose, c'est pas être motivé à l'idée d'aller courir, d'aller faire quelque chose, mais s'il y a une petite dose d'exploration, de goût je vais aller là ou, tu sais, je vais faire des commissions, je vais faire du transport actif, mais tu sais, ça met de l'intention, c'est tellement facile. Après ça prend plus d'énergie, de motivation à sortir puis à le faire. Ah non. Fait que c'est ça le jeu dans le fond là, ça te fait sortir puis tu explores puis tu y a pas de raccourci puis tu vis des péripéties, tu sais, des pépins, les endroits que t'as pu, j'imagine, au fil des années te ramasser les 2 pieds dans quelque chose que tu dis je peux pas croire que je suis ici, tu sais. C'est tellement le fun de repenser à ces affaires-là puis de se faire vivre, de se mettre un peu dans le trouble, tu sais. On part à l'aventure. C'est pas du gros trouble quand on compare à des gens qui font des expéditions dans le Grand Nord ou je sais pas trop, mais c'est du petit trouble qui est le fun. Puis j'allais dire tantôt, moi, un jeu que j'aime faire, c'est niaiseux, là, mais à chaque embranchement de sentier que je croise, je prends le côté d'où mon pied est rendu. Fait qu'au moment où il faut que je prenne la décision, c'est mon pied gauche qui s'adonne à être devant dans ma foulée, ben je prends à gauche, puis tu peux te ramasser à des places funky de cette façon-là parce que c'est pas intuitif de je veux me rendre vers le nord, je pense que le nord est par là. Là, c'est juste, tu laisses ça faut que tu sois une place où t'es dans un endroit où c'est possible. Là. Je veux dire, moi, c'est une grosse bande où au nord, c'est le lac Beauport, puis sinon, c'est Sainte-Brigitte, puis sinon, c'est Beauport, Charlebourg. Fait qu'à un moment donné, il y a une limite. Tu vas finir par trouver de la civilisation, c'est dans la merde, mais c'est drôle se lancer de même, pis c'est niaiseux, pis t'expliques ça à des non-coureurs, des non-gens de plein air, pis ils sont comme, c'est dans ma cave. Oui, mais c'est vraiment le fun et satisfaisant plutôt que d'aller quelque part que tu connais, que t'as fait déjà 100 fois. Là. Ouais, c'est extraordinaire, j'ai jamais entendu ça. Fait que merci du partage de ce truc-là. Mais là, je me questionne juste pour être sûr de bien l'appliquer. Après, là, c'est ton dernier pied qui est au début de l'embranchement. Mettons, quand je suis rendu je suis sur un sentier, mettons, prenons un exemple typique d'un Y, là, j'arrive, puis le moment où il faudrait que je tourne,
je regarde c'est quel des deux pieds qui est en avant. C'est pas une science exacte, là, mais au moment où je me dis il faudrait que je prenne une décision, je regarde quel est en avant, puis c'est là que je vais. Fait que, le dernier pied avant la forêt. Là, oui, c'est ça. Okay. All right. C'est bon, je comprends. Si je prends pas la décision, je finis dans un arbre. C'est ça qui se passe. Ouais. On va l'exécuter comme ça. C'est une bonne idée, je sais pas. Vous m'en donnerez des nouvelles. Danny, avant qu'on termine, j'ai toujours les questions avec l'arnaque, mais il y a quelques petits points, des questions ouvertes que je me suis dit, je vais les regrouper ensemble, des questions de tu vas voir, je te termine avec quelques questions ouvertes avant qu'on passe à notre segment compétitif. La première, c'est quoi ton lieu de prédilection où t'aimes t'entraîner, où t'aimes aller jouer dans le bois? Le Mont Arthabasca. J'ai accès je sors de chez nous. J'ai accès à un réseau de sentiers qui mène au Mont Arthabasca, le sentier des trotteurs. Je peux faire 30 kilos là, sur le sentier dans une direction, 30 kilos revenir. Je fais pas ça, là, 60, mais dans le sens, j'ai beaucoup de terrain de jeu, de trail spécifiquement, le single track technique racineux, beaucoup. Ouais. J'ai ça direct chez nous. Ton lieu de prédilection pour le ski de rando? Le Mont Gleason, c'est la station de ski locale à 15 minutes de chez moi, à Tinoic. Ouais, c'est super facile d'accès, puis c'est facile à intégrer dans l'horaire. J'ai pas besoin de beaucoup de temps, puis je suis là. Ton sommet préféré au Québec? Ouais, ça, c'est dur. Je pense que j'en ai beaucoup plus à explorer que j'en connais. Fait que, l'Acropole des Draveurs, ça fait super longtemps que je n'ai pas été là, mais je pense que c'est un des plus beaux points de vue au Québec. Sûrement des beaux points de vue. Ouais. Je sais pas, je dirais quasiment le Mont Arthabasca encore, parce que c'est pas comparable, mais j'y ai tellement accès souvent que je garde l'apprécier encore. Je dirais ça. C'est cool ça. Tantôt tu disais il y a des courses que je regarde, des courses mythiques que j'aimerais faire. C'est laquelle la numéro 1 au top de la bucket list? Probablement je dirais les championnats du monde en Afrique du Sud, première chose, en 2027 en octobre. Sinon, peut-être l'UTMB, peut-être. Ouais. Intéressant. Championnat du monde en Afrique du Sud, je suis toujours mêlé sur les façons de se qualifier. Est-ce qu'avec ton QMT 50, tu es qualifié automatique? Oui, dans le fond, dans les épreuves trail court et trail long, qui est comme l'équivalent distance marathon, distance double marathon, il y a 6 places sur chacune des deux épreuves. Puis il y a les 3 premiers dans les critères 2026-27. Les 3 premiers sont automatiques. Les 3 autres sont sur application. Fait que oui, heureusement, avec la deuxième place derrière Alex, ça me qualifie quand même. Puis je suis content de ça. Et c'est nouveau, si je me trompe pas, parce qu'avant, c'était la première place. C'est tout. Ouais. Dans un souci de progressivement structurer le sport, puis ils veulent, c'est sûr, valoriser le championnat canadien, qu'il y ait à chaque fois le plus de présence possible, mais ils veulent quand même garder une certaine souplesse parce que des athlètes qui ont un autre objectif A de saison, qui ont un peu un conflit d'horaire ou pas tout à fait, puis ils veulent pas que ces athlètes-là, on veut quand même que la délégation soit la meilleure possible pour représenter le pays. Fait que il faut permettre d'aller chercher les meilleurs coureurs quand même. Fait qu'ils peuvent appliquer, mais c'est vraiment plus dur de rentrer par application que par ton résultat automatique. Fait que avant, c'était comme juste 1, après ça a été 2 dans les épreuves de montagne et on est rendu à 3, je pense, toutes les épreuves de trail sur 6, 50% de l'équipe. Puis ça va probablement rester au moins 3, là, sinon peut-être même 4 éventuellement. T'sais. C'est un bon combo, comme tu dis, pour pas pénaliser. Je dis n'importe quoi, mettons une Marianne Hogan, qui est une Canadienne qui pourrait vouloir aller au World. Elle me l'a pas dit, j'ai pas cette info-là. Je fais juste penser à elle quand tu dis quelqu'un du Canada qui peut pas se rendre au championnat, par exemple, elle était pas au QMT 80, mais mettons qu'elle aspire à être sur l'équipe canadienne. On s'entend que l'équipe canadienne gagnerait à avoir la meilleure ultra-traileuse de l'histoire du Québec dans son équipe, fait que tu as cette possibilité-là. Fait que je trouve ça bon, cette balance-là de 3-3. Je l'apprends. Ouais, fait que tu te joins à moi pour la supplier. Oui, exact. Écoute, son prochain passage au podcast, son épisode régulier, une fois par mois, une fois par 2 mois, ce sera la prochaine question, la petite pression supplémentaire. En plus, elle est déjà allée en Afrique du Sud, elle connaît bien le sentier, elle a déjà bien fait là-bas, donc ça serait hâte de voir une Marianne sur l'équipe canadienne. Ah oui, exact, ce serait phénoménal. Marianne, sache que Danny et moi, on est d'accord. Fait que la balle est dans ton camp. C'est drôle parce que en introduction, avant même qu'on enregistre, on s'est dit, tu sais, moi j'aime toujours quand j'en suis un athlète de haut niveau, pas focusser sur les performances parce que oui, ça impressionne, mais parler de la vitesse à laquelle tu as monté l'escarpé, c'est pas quelque chose que l'auditeur moyen de pas sortir du bois qui court en sentier peut relate. Par contre, j'ai l'impression que tout ce qu'on a jasé dans la dernière heure et demie est
pertinente pour n'importe qui. On n'a même pas parlé de tes 2 premières courses d'année qui ont quand même plutôt bien été. Une première place au Trail de la Clinique du coureur. On avait parlé dans l'épisode spécial avec ton petit 3 minutes sur le sujet. QMT 50, t'es terminé 2e. On a parlé tantôt avec la belle bataille avec Alex Ricard. Es-tu satisfait de ton début de saison? Oui, je suis satisfait. Faut toujours, regarder nos circonstances du moment. Puis, regarde, si on donne notre meilleur effort, on est obligé d'être satisfait. Fait que moi, c'est sûr que ça a été le meilleur que je pouvais faire, au QMT. Ouais, je pense que mon plafond VO2 était un petit peu bas. J'étais moins en forme. J'ai beaucoup d'hiver. J'ai fait moins de vélo, beaucoup moins d'heures d'entraînement dans le printemps. Fait que je le sentais mai-juin, vraiment un petit peu moins en forme que l'année passée. Puis là, quand ça monte, ça ment pas, ça pardonne pas. Fait qu'Alex, Alex il est juste vraiment trop fort pour grimper pour mes circonstances, mais j'abandonne pas. À mes yeux, j'aspire quand même à avoir un niveau qui peut rivaliser là, clairement avec ce qu'Alex a fait, mais cette journée-là, j'étais pas dans la même ligue. Fait que la bataille est vraiment c'est vraiment peut-être juste vécu à l'extérieur des concernés. Toi, tu me dis ça, mais moi, je me suis pas senti en bataille avec lui. Lui, je pense qu'il s'est pas senti en bataille avec moi non plus. Nous, en voyant ce qu'on avait comme information, tu menais dans la Mistachibo, si je me trompe pas, puis c'est au Mont-Sainte-Anne que... Mais c'est sûr que tu viens de l'expliquer, vous avez 2 backgrounds d'athlètes différents. Alex, c'est un corps de montagne qui, le 50, il en a pas fait tant que ça. Donc, lui, je veux pas dire son angle mort, mais je veux dire, là où il fallait qu'il travaille peut-être plus, puis qu'il avait c'est pas un stress de performance, c'est pas le bon temps, mais là où il était dans une zone nouvelle, c'est sur cette distance-là. Il l'a pas fait autant de fois que toi. Toi, de ton côté, c'est la grimpe peut-être versus un gars comme lui qui était qui est dans les meilleurs au monde, dans les grimpeurs, dans des courses verticales. Fait que 2 coureurs au background puis aux forces différentes qui arrivent sur un parcours. Après ça, cette journée-là, la différence s'est faite dans la montée du Mont-Sainte-Anne. Puis Alex, il est vraiment une performance exceptionnelle. Là. Je veux dire, il a créé une séparation avec le pack au complet, puis c'est impressionnant la vitesse à laquelle il avançait. Ouais, exact, tout à fait. Puis il aurait fallu que j'aille plus vite dans Mistachibo. Il aurait fallu que j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'avais juste 3 minutes d'avance en sortant. Puis ça, moi, j'espérais avoir plus que ça. Là, ça m'aurait pris 5-6 minutes. Ça n'aurait pas été assez là, avec du recul, mais le 5 minutes, je pense que j'aurais été plus proche de lui au nord, la portion nord là, du Mont-Sainte-Anne, puis ça aurait été ça aurait peut-être été une bataille à ce moment-là. Danny, pour terminer, moi j'ai toujours les questions Claire-Nac, donc c'est 10 questions A ou B, 2 éléments super rapides à répondre que je te mets en opposition. Il y a des FKT, donc le côté compétitif en toi va pouvoir ressortir. Le record en virtuel, en Zoom comme ça, c'est 16 secondes à Sandra Lafontaine. Donc tu me dis quand t'es prêt, je sors le chrono puis on tente de battre le 16 secondes. OK, je suis prêt. Route ou trail? Trail. Hiver ou été? Été. Des plus ou des moins? Des plus. Roche ou racine? Les 2. Questionnaire, calories liquides ou solides? Liquide. Sentier roulant ou technique? Technique. 50K ou 100K? 50 kilos pour le moment. Rocheuse ou Pyrénées? Rocheuse. Lac Beauport ou Mont-Sainte-Anne? Lac Beauport. Coaché ou compétitionné? Compétitionné. 23 secondes. C'est pas le record, mais coaché ou compétitionné, je pensais que t'es coincé avec celle-là. Ouais. 2 passions tout près l'une de l'autre, je suppose. Exact. Ouais, non, je suis bien à l'aise avec les 23 secondes, pas de problème. On n'a pas parlé de nutrition, qui est souvent un sujet récurrent. Je t'ai posé calories liquides ou solides, je me rappelle pas de ta réponse, mais toi, tu as une stratégie, mettons un QMT 50, comment tu le planifies? Tu sais, je t'ai déjà entendu sur d'autres micros en parler, t'es pas quelqu'un qui est apôtre des 120 grammes de glucides à tout prix, ce qui est le cas de bien du monde quand tu te rends compte et que tu en jases un peu, mais c'est comment tu approches la nutrition? C'est quoi ta stratégie? Ouais, c'est ça. Ben c'est un des plus grands secrets que j'ai pas encore compris puis j'ai pas encore maîtrisé. Fait que tu sais, avec beaucoup de ça va prendre avec un grand grain de sel, mais tu sais, moi pour l'instant je suis pas capable de manger beaucoup là, tu sais, beaucoup de sucre puis des gros totaux. Fait que je suis beaucoup plus liquide en termes de
en termes de nutrition, hydratation. Puis la gestion de la chaleur, je trouve que c'est un truc qui est vraiment sous-estimé, pas assez parlé encore. Puis c'est quelque chose auquel je porte beaucoup d'attention. Fait que nécessairement tout ce qui est comme apport liquide, arrosage, gestion d'eau, accès à l'eau. Moi, c'est plus quelque chose, je pense que j'essaie de faire le parallèle entre hydratation, alimentation, puis cette gestion-là de la chaleur. Puis je pense que ce plan-là, je le comprends bien, puis je le réussis bien. Mais les calories, les carbs, ça c'est pas bon là-dessus. Fait que pour l'instant, je sais pas si ça répond à ta question, mais, tout à fait, j'ai pas une grande stratégie, puis j'ai pas grand succès à parler. Là. Ouais, c'est complexe, faut le tester, puis des fois, je veux dire, à l'entraînement, on se tape pas les mêmes durées d'entraînement qu'on va avoir le jour J. En tout cas, très rarement, on s'entraîne pour un 50K en faisant 50K. Fait que des fois, c'est dur de le travailler ou d'essayer d'aller voir parce que ça peut rentrer dans la première heure d'un entraînement, mais ça va-tu encore rentrer sur la 5e heure? C'est dur d'aller le tester. Là. Ouais, exact. Hey Danny, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. C'était super intéressant de t'aller comme dans plein de directions que je savais pas qu'on irait. Puis on a été des apôtres de Pierre Lavoie et de l'activité physique au sens large. Je trouve ça super le fun d'avoir eu tes avis sur tout plein de sujets. Merci de ton temps. C'est un plaisir. Merci de l'invitation. Et on va suivre ce qui se passe pour toi dans le futur, ce Borealis 80 et la route vers l'UTMB 2032. Non? J'ai pas de date, mais voyons voir si j'aime ça en premier, là, faire aussi long, puis on verra. Ah oui, c'est clair. Merci beaucoup, Danny. Comme d'habitude, moi, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est le partenaire principal du podcast, Noctem, Café Charlevoix et Mox Mocktail, les partenaires liquides du podcast. Et à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.